D'abord, je tiens à féliciter Dr Redélé pour son cours sur le maladie cœliaque, qui est très intéressant. Donc, pour les tumeurs intestinales, donc, on va commencer d'abord par le plan du cours. Donc, on va commencer par une introduction, l'épidémiologie. On va entamer de façon rapide les différents aspects anatomopathologiques des tumeurs intestinales. Après, on va entamer donc l'étude clinique, donc avec le diagnostic, les signes fonctionnels des tumeurs intestinales, les signes généraux, les signes physiques, et on finira par l'étude paraclinique. Et pour clôturer le sujet, on va parler sur le diagnostic différentiel. Par la suite, on va conclure avec les messages clés. Alors, donc comme introduction, il faut savoir que les tumeurs intestinales, c'est des tumeurs qui sont rares. Elles représentent 1 à 5% de tous les tumeurs du tube digestif. Donc, ils sont caractérisés par retard diagnostique, essentiellement par le manque de spécificité des symptômes. Il faut savoir que l'intestin grêle, donc les symptômes qui sont révélatrices en général, c'est des symptômes qui ne sont pas spécifiques, donc on peut se voir dans plusieurs pathologies. Aussi, il faut savoir que le retard diagnostique il est lié du fait que l'intestin grêle n'est pas accessible donc par les explorations morphologiques conventionnelles. Donc, c'est difficile d'explorer le grêle. Un autre point, il faut savoir que les tumeurs gréliques, c'est des tumeurs qui sont multiples, donc il y a plusieurs types histologiques. Du fait, donc c'est pour ça, donc pour les cerner, ça va être un peu délicat. Et à la fin, il faut savoir qu'actuellement, avec les avancées technologiques, on a plus de moyens pour mieux connaître le grêle et mieux explorer les pathologies donc liées au grêle. Donc, pour l'épidémiologie, donc la fréquence, donc il faut savoir, on a dit que c'est des tumeurs qui sont rares, donc qui représentent 1 à 5% des tumeurs gastro-intestinales. L'incidence annuelle donc, des tumeurs du grêle, elle varie de 1,1 à 1,9 par million d'habitants, avec une prévalence qui est de 0,6%. Pour l'âge, les tumeurs du grêle, donc, elles se voient à tout âge, mais particulièrement chez les sujets d'âge moyen. Pour le sexe, les différents données épidémiologiques ne révèlent pas d'une différence entre les deux sexes. Ça veut dire, donc, pour l'homme et la femme, on a la même donc, prévalence. Troisième point dans l'épidémiologie, c'est le terrain et les antécédents pathologiques. Donc, on a d'abord les facteurs environnementaux. Certaines études de registre ont retrouvé des associations entre le survenu de tumeurs gréliques et la consommation du tabac, de la bière et de l'alcool fort. D'autres études suggèrent que la consommation de certains aliments comme la viande rouge, le sucre et les féculents augmenterait le risque de cancer du grêle. Par ailleurs, la consommation des fibres, fruits et légumes, ainsi que le poisson, donc réduisent ce risque. Pour la prédisposition génétique, il y a certaines pathologies qui prédisposent le survenu de tumeurs gréliques. Donc, la première des choses, on a la polypose adénomatoseuse familiale, la PAF. En principe, vous avez déjà donc, étudié ça. Donc, elle est due dans une mutation du gène APC qui siège sur le bras long du chromosome 5. Donc, elle est caractérisée par le survenu de nombreux polypes adénomateux, des lésions d'adénocarcinome, donc essentiellement au niveau colorectal. Mais on peut se voir aussi une dégénérescence au niveau du grêle. Pour la chaîne PCC, c'est le cancer colorectal héréditaire non polyposique. Donc, c'est une maladie autosomique dominante liée à la mutation constitutionnelle du gène mismatch repair, qui est un gène responsable de correction ou de réparation des défauts qui se voient lors de la réplication de l'ADN. Donc, le risque relatif de développer une tumeur maligne du grêle, elle est donc variable selon les études. De ce fait, donc, il n'est pas recommandé d'effectuer un dépistage systématique chez les patients. Donc on ne dépiste pas les tumeurs gréliques chez ces types de patients. Enfin, on a le syndrome de Peutz-Jeghers, qui est une hyperpigmentation cutanémuqueuse, qui peut être seule
ou associés à des polypes intestinaux hématomateux. Donc, cette pathologie-là se caractérise par la présence de polypes hématomateux, essentiellement au niveau du grêle, du junior et le grêle. Il peut se manifester par soit un saignement ou par des invaginations. Ces types de tumeurs, on va les voir par la suite, elles peuvent aussi dégénérer, responsables de cancer par la suite. Donc, ce qu'elle nécessite une surveillance régulière. Il y a autre prédispositions. Donc, en dehors d'une prédisposition génétique, on a les adénomes de l'intestin grêle. S'ils sont de grande taille, ici, il y a un contingent vileux. Aussi, il faut savoir que la localisation périampulaire représente un risque de dégénérescence. Il y a des pathologies qui sont prédisposantes survenues des tumeurs du grêle, telles que la maladie de Crohn, surtout donc, si la localisation elle est grélique avec un délai de survenue qui dépasse les 10 ans, et la maladie cœliaque, comme vous venez de faire le cours. Donc, lors de la maladie cœliaque, il y a un risque de développement des tumeurs donc, du grêle, donc le lymphome essentiellement. Et cela, surtout, donc, c'est les patients qui ne suivent pas le régime de façon rigoureuse. Donc rapidement, on va donc entamer la NAPAT donc pour avoir une idée sur les différents types histologiques des tumeurs du grêle. Donc on va le différencier en deux groupes. D'abord les tumeurs malignes, après les tumeurs bénignes. Pour les tumeurs malignes, donc sont des tumeurs rares. Elles représentent 5% de l'ensemble des tumeurs du tube digestif. Donc les plus fréquentes, c'est surtout l'adénocarcinome. Donc c'est la tumeur la plus fréquente. Elle représente 35,5%. Avec un âge de découverte, il varie de 60 à 70 ans. Donc, macroscopiquement, on a des tumeurs qui sont bourgeonnantes, polylobées, à développement endoluminal, ou elle peut être sténosante, circonférentielle. Donc, cette fois-ci, donc, elle est ulcérobourgeonnante, avec une distension d'âme. Donc, lorsqu'elle est sténosante, il y a une distension d'âme. Sur le plan microscopique, il y a une prolifération tumorale qui est généralement bien différenciée. Donc, elle est appelée adénocarcinome tuberculeux. Donc, ça, c'est le premier type de tumeur maligne. Donc, ici, sur cette photo, on voit donc un adénocarcinome grillique d'un patient âgé de 67 ans. Macroscopiquement, il est sous forme végétale. La microscopie, on a dit qu'il y a une prolifération qui touche la muqueuse et la musculeuse. Le deuxième type donc, des tumeurs malignes, c'est les tumeurs carcinoïdes ou les neuroendocrines. C'est 20 à 30% des tumeurs malignes du grêle. Donc, elle devient en deuxième position après l'adénocarcinome. Donc, elle peut être responsable de métastases hépatiques et ganglionnaires, mais cela contraste avec un potentiel évolutif qui est faible. Donc, on peut avoir une survie qui dépasse les 15 ans. Les tumeurs carcinoïdes sont situées dans 67% des cas dans le tube digestif. Donc, 11% peut se voir dans l'arbre bronchique. Donc, les tumeurs carcinogènes sont essentiellement digestifs. Donc, parmi les atteintes gastro-intestinales, le siège préférentiel, c'est le grêle. Donc, 21% des cas, donc les tumeurs carcinoïdes, elles siègent au niveau du grêle. Et sur le grêle, la localisation la plus fréquente, c'est la dernière anse iliale. Elle peut se voir aussi sur le diverticule de Meckel. Sur le plan macroscopique, c'est des tumeurs qui sont bien différenciées, développées au dépôt des cellules entérochromatophores du tube digestif, où on appelle donc le système APUD. C'est des tumeurs c'est des petites tumeurs inférieures à 5 cm qui sont grandes, polypoïdes, non encapsulées, et elles siègent dans la couche profonde de la muqueuse ou la sous-muqueuse. Elle peut infiltrer toutes les couches de la paroi et entraîner ainsi une réaction desmoplastique. Pardon, il y a un petit souci. On a dit que sur le plan macroscopique, donc cette tumeur, elle peut infiltrer toutes les couches de la paroi et entraîner ainsi une réaction desmoplastique, rétractant la sérote et la musculeuse. Donc, se caractérise par le ganglion mésentérique qui peut à ce moment-là être très fibreux et causer des problèmes donc, tels que l'occlusion intestinale.
Sur le plan microscopique, les tumeurs carcinoïdes sont constituées des cellules épithéliales monomorphes. L'origine neuroendocrine peut être démontrée par l'étude au microscopie électronique, ou donc qui va révéler la présence de grains sécrétoires cytoplasmiques, ou par l'étude immunohistochimique qui peut montrer la présence de différents peptides. Donc ici, sur cette photo-là, on a la tumeur carcinoïde au niveau du grêle, qui est une lésion qui est arrondie. Donc, celle-ci se trouve au niveau de la paroi jejunale. Pour faire le diagnostic, il y a ici la fixation de la chromatogranine au niveau des cellules de la tumeur endocrine. C'est très pathognomonique des tumeurs non endocrines, des tumeurs carcinoïdes. Troisième type, c'est les lymphomes. Donc, il faut savoir que les lymphomes constituent 10 à 30% des tumeurs du grêle. 45% des patients atteints de lymphome non hodgkinien ont une atteinte digestive. Les atteintes lymphomateuses du grêle ne représentent que 8% des cas environ. Sur le grêle, les structures lymphoïdes, il faut savoir quel est le siège sur sa partie profonde de la muqueuse, la submuqueuse, des lésions, des formations lymphoïdes. Ces formations lymphoïdes qui sont le lit de développement du lymphome. L'extension elle peut être nodulaire endoluminale ou vers la sureuse extraluminale. Comme ces tumeurs n'entraînent pas de trauma-réaction fibreuse, contrairement aux tumeurs carcinoïdes, il n'y a pas en règle de complications occlusives, sauf en cas d'invagination. Donc, une classification a été établie par l'OMS pour essayer de répertorier les différents types des lymphomes. On a le premier type, c'est lymphome aux dépens des cellules lymphoïdes précurseurs B ou T, se voit surtout dans les leucémies lymphoblastiques B ou T. Deuxième, c'est le lymphome B périphérique. Elle peut être pré-centre germinatif au développement de cellules B vierges, telles que le lymphome à cellules du manteau ou les leucémies lymphoïdes chroniques. Elle peut être aussi donc centro-folliculaire. Celle-ci donc se voit dans les lymphomes folliculaires à petites ou à grandes cellules. Et dernièrement, post-centre germinatif aux cellules B mémoire. Ils sont associés donc au lymphome Malte. Le troisième type, c'est le dernier, c'est les lymphomes qui se développent à partir de lymphome T, donc au dépend des différents types, des différentes sous-populations lymphocytaires de nature T. Le quatrième type des tumeurs malignes intestinales, donc c'est les gystes. Donc il faut savoir, c'est les tumeurs stromales, c'est des tumeurs qui se développent à partir des cellules physioformes, donc qu'on appelle pacemaker de l'intestin grêle, c'est les cellules de Kagel. C'est 3/4 des tumeurs conjectives de tous les tubes digestifs. Elles surviennent à tout âge, avec un pic de fréquence entre 50 et 60 ans. La classification OMS individualise le gyste comme des tumeurs conjonctives et qui expriment les marqueurs CD117, ou comme on appelle le protéine KIT ou c-KIT. Seules les protéines c-KIT positives sont considérées gystes. Le consensus de 2002 considère que les gystes, c'est des tumeurs borderline, ça veut dire que c'est des tumeurs qui ont un potentiel de dégénérescence nécessitant une prise en charge particulière. Ici, c'est une tumeur stromale. Donc, quand on dit une tumeur stromale, ça veut dire qu'elle se développe de tissu conjonctif. Donc, en général, elle est tapissée du muqueuse qui saigne. Donc, c'est des tumeurs sous-muqueuses. Donc, la muqueuse qu'elle tapisse, qu'elle court, la tumeur, c'est une muqueuse qui saigne. Mais le développement, il est profond. Ici, sur cette pièce opératoire, une tumeur jejunale. Sur le plan anapathe, lorsqu'il y a une fixation, comme vous voyez ici, une fixation de CD17, elle confirme le diagnostic de gyste. Le cinquième type, c'est le leiomyosarcome. C'est 75% des sarcomes. Il est difficile à différencier des leiomyomes en l'absence de métastases. Le plus souvent, c'est des tumeurs qui sont asymptomatiques. Une atteinte intestinale isolée sans lésion cutanée, elle est rare. La localisation du grêle du sarcome de Kaposi se rencontre au cours du VIH, associée à une atteinte cutanée muqueuse. En général, elle se représente par une masse abdominale qui refoulant les onces du grélique. Dans certaines formes, elle peut être nécrotique.
Le dernier type de tumeurs, c'est les métastases. Ce sont des lésions tumorales uniques ou multiples du grêle correspondant à une extension par voie lymphatique ou hématogène. Les pathologies les plus fréquentes sont essentiellement les mélanomes, les tumeurs malpighiennes telles que le col utérin, bronchique ou œsophagien, et les adénocarcinomes, se voit dans le rein, le sein, le colorectal, l'estomac, le pancréas et la vésicule biliaire. On arrive aux tumeurs bénignes, c'est 60 à 75% des tumeurs du grêle. Donc, les tumeurs les plus fréquentes, c'est les adénomes, les lyomyomes et les lipomes. Bon, pour les adénomes, c'est des polypes les plus fréquentes. Il s'agit des polypes. C'est la lésion la plus fréquente au niveau du grêle. Elle se développe à partir des glandes muqueuses de Börner et se caractérise par une dysplasie. Elle peut être tubuleux ou tubuleux-vuleux. C'est cette dysplasie-là qui est responsable de la transformation maligne. La composante vileuse, dans la population, la proportion doit être spécifiée. Donc, à chaque fois qu'on fait une étude anapathe d'un polype, on doit préciser combien il contient de la composante vileuse, elle est à combien. Parce que cette composante vileuse, c'est celle qui est responsable de la transformation maligne. Un autre facteur prédictif de la transformation maligne, à part la présence d'un contingent vileux, c'est la taille du polype. La plupart de ces polypes, c'est des polypes donc sporadiques, mais ils peuvent s'observer aussi dans certaines maladies héréditaires comme les PAF et ses variantes. On arrive au lyomyome. Donc, les lyomyomes représentent un tiers de l'ensemble des tumeurs bénignes symptomatiques. Ils sont trouvés tout le long de l'intestin grêle avec une prédominance dans le jejunum. Ces tumeurs sont le plus souvent découvertes après 40 ans, avec une fréquence à peu près égale pour les deux sexes. Sur le plan macroscopique, c'est des tumeurs sous-muqueuses ou sous-séreuses, souvent volumineuses, avec un développement intraluminal polypoïde extramural, réalisant parfois un aspect ensablillé. Les tumeurs se développent aux dépens de la musculeuse. La possibilité d'ulcération ou de nécrose centrale explique le risque d'hémorragie digestive. C'est pour ça, donc, la manifestation la plus fréquente des lyomyomes, c'est soit l'hémorragie ou la perforation. Les lipomes, c'est des tumeurs sous-muqueuses qui sont bénignes, donc se développent à partir du tissu adipeux. En général, sont bien circonscrites et de siège ilial. Donc, les lipomes peuvent être pédiculés ou sessiles. Elles donnent un aspect jaunâtre. Ces polypes-là peuvent être parfois ulcérés ou nécrosés, rendant le diagnostic un peu plus difficile. Donc, dans le cas classique, c'est des formations qui sont bien arrondies avec un aspect jaunâtre. Dans certaines situations, elles peuvent être ulcérées. À ce moment-là, elles posent un problème dans le diagnostic. En dernier lieu, on va parler sur les hémartomes. Les hémartomes, c'est des formations d'allure tumorale, mais en réalité, c'est des malformations. Ce n'est pas des néoplasies, c'est des formations, c'est des malformations en rapport avec la présence de différents éléments du tissu normal, avec un excès d'un ou de plusieurs de ces constituants. Les polypes juvéniles hématomateux sont caractérisés par un élément central constitué d'une prolifération issue de la muscularis mucosa. Elle survient en général dans le cadre de polyposes multiples telles que le Pütz-Jeghers. La survenue des tumeurs malignes, il est possible. Avant, on disait que les hémartomes, en général, ne dégénèrent pas. Mais maintenant, avec le recul, on a découvert des cas de dégénérescence dans des hémartomes. Cela, il est possible, soit la présence d'un polype adénomateux synchrone, ou, le cas le plus fréquent, c'est la présence d'un contingent adénomateux dans ce type de polype hémartomateux. Donc, on arrive à la partie clinique. Donc, il faut savoir que le délai de diagnostic, en général, il est variable. La moyenne, elle est de 8 mois. Sur le plan fonctionnel, cliniquement, les tumeurs le grêle est une zone qui est muette du tube digestif. Ainsi, les tumeurs restent lentement asymptomatiques. Les circonstances de découverte dépendent en partie de la nature de la tumeur,
de la taille et de son siège. Le premier symptôme et le plus fréquent, c'est la douleur abdominale. En général, elle est déclenchée par la prise alimentaire, présentant dans plus de la moitié des cas, traduisant ainsi une obstruction progressive de la lumière intestinale, mais peut être aussi en rapport avec des phénomènes inflammatoires secondaires à l'ulcération ou à la nécrose tumorale. Donc, la douleur abdominale, elle peut être en rapport soit avec une compression, parce que la tumeur est très importante, elle va ressentir une obstruction donnant un syndrome de Koenig ou des axes subocclusifs, ou dans un autre cas, lorsqu'il y a des ulcérations, donc il y a une inflammation, donc par exemple des ulcérations qui siègent sur une tumeur, à ce moment-là, ces ulcérations, c'est elle qui est responsable des douleurs abdominales. Deuxième signe, c'est le trouble du transit. C'est un tiers des cas, il se voit dans un tiers des cas. Donc, il est constitué avec des formes d'épisodes de diarrhée et de constipation. Elles sont évocateurs par leur alternance. Et lorsqu'il y a un syndrome de Koenig, c'est-à-dire un patient qui présente un syndrome de Koenig, il y a une alternance entre, parfois, elle peut avoir donc une constipation, mais des fois, dans d'autres situations, on peut avoir aussi un début diarrhéique. Le troisième donc, signe clinique, c'est les hémorragies digestives, type méléna, ou rectoragie de grande abondance. Habituellement, c'est un saignement qui est occulte. Et l'hémorragie, dans ce cas-là, elle est responsable d'une anémie chronique vériprive, pour lequel les explorations osogastriques et coliques sont négatives. Donc, un malade qui se présente pour une anémie chronique, on fait une fibroscopie, elle revient sans anomalie, on complète par colo, toujours sans anomalie. À ce moment-là, il faut penser à explorer le grêle. On va voir par la suite comment on va explorer le grêle. Mais donc, si il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de lésion haute au niveau gastrique, donc osogastrique ou colique, il faut toujours penser au grêle, il faut l'explorer avant de se prononcer. Plus rarement, on peut avoir une hémorragie qui est de grande abondance. À ce moment-là, elle pose un problème de stratégie diagnostique, plus difficile à résoudre, car elle survient dans un contexte d'urgence. Donc, il vient avec une hémorragie de grande abondance. Pour individualiser une lésion au niveau du grêle, des fois, ce n'est pas évident. D'autant plus si le saignement il est actif. Quatrième point, c'est la masse abdominale. Donc, elle peut être révélatrice dans 31% des cas. La masse, elle est de taille variable. En général, elle est mobile, grossièrement régulière. Elle peut être responsable d'un boudin d'invagination intestinale, surtout s'il y a un polype, donc par exemple dans les Pudgegels, donc où il y a un risque d'invagination qui est plus important. Donc, lorsqu'il y a une invagination, elle peut se manifester par un boudin. Le boudin, il peut simuler une masse abdominale. Donc, l'intérêt de l'examen clinique. Pardon. Il faut savoir que les tumeurs gréliques, elles peuvent se manifester d'emblée dans un cadre d'urgence par un tableau chirurgical, donc lorsqu'il y a une occlusion aiguë ou une péritonite par perforation. Donc cela se voit surtout. Donc cela se voit surtout lors. Donc c'est quoi le syndrome de Koenig? Donc le syndrome de Koenig, c'est donc les axes subocclusifs. Ça veut dire lorsqu'il y a un processus, une tumeur qui obstrue la lumière, donc le transit il va être perturbé. Donc il n'y a pas un passage facile donc du bol alimentaire ou des matières, donc qui vont être responsables d'une dilatation par la suite en amont. Comment elle va se manifester? Mais la différence avec l'occlusion, dans les syndromes de Koenig, la résolution spontanée, elle ne dépasse pas les 12 heures. Donc on peut avoir un arrêt, donc cliniquement, elle se manifeste par un arrêt des matières ou des gaz, mais qui ne dépasse pas les 12 heures, avec une résolution qui est spontanée. Donc la résolution, elle est spontanée. Et cela témoigne de la présence d'une obstruction au niveau du grêle. Donc, on revient à l'occlusion ou la perforation, elle se voit essentiellement dans les lignes sarcomes et les lymphomes. Donc,
Le quatrième type, le sixième signe, c'est les vomissements. Donc, c'est l'apanage des tumeurs proximales. Le dernier signe, c'est les syndromes carcinoïdes. On a dit que les syndromes carcinoïdes, c'est les tumeurs neuroendocrines. Dans les tumeurs neuroendocrines, on peut avoir donc le syndrome carcinoïde, c'est caractéristique des tumeurs neuroendocrines. Donc, la question, c'est le système APUS. Le système APUS, c'est le système donc développement des lésions neuroendocriniennes au niveau donc tube digestif. C'est l'ensemble des glandes qui permet de gérer les sécrétions neuroendocriniennes au niveau du tube digestif. Lorsqu'il y a un syndrome carcinoïde, qui est pathognomonique des tumeurs carcinoïdes, on a la triade classique. Flush, donc ça veut dire on peut avoir une rougeur au niveau du visage. Diarrhée motrice, donc c'est une diarrhée de grande abondance, avec une atteinte cardiaque. En général, une insuffisance aortique tricuspidienne est associée. Donc lorsqu'il y a la triade classique, il faut penser à une tumeur carcinoïde. Donc ici, un tableau qui récapitule les différentes manifestations cliniques, ainsi donc leur fréquence selon les différentes séries. Pour les signes généraux, on peut voir donc des signes généraux donc, tels que fièvre, pâleur cutanée muqueuse, anorexie, asthénie, amaigrissement. À ce moment-là, il faut suspecter une dégénérescence, ça veut dire une tumeur qui est profonde, dont on doit chercher l'origine. Donc, on peut voir un syndrome néoplasique, donc fièvre, pâleur cutanée muqueuse, amaigrissement. Cela témoigne qu'il y a un processus qui est en train de se développer. Il faut pousser l'exploration afin d'éliminer une néoplasie. On arrive à l'examen physique. Donc, au cours des tumeurs du grêle, l'examen physique peut être tout à fait normal, surtout pour les tumeurs asymptomatiques et de découverte fortuite. Par contre, l'examen de l'abdomen doit être complet et fait à la recherche d'une sensibilité abdominale, une masse abdominale dont il confirmera les caractères donc, sémiologiques habituels. Ça veut dire qu'on va chercher et on va estimer la taille, le contour, la sensibilité, la mobilité par rapport aux différents plans superficiels et profonds. On va chercher ici un ballonnement abdominal. Il peut témoigner d'un acte occlusif, subocclusif. S'il y a une défense abdominale, donc à la recherche d'un tableau chirurgical, un tympanisme ou des bruits hydroaériques. Il faut compléter l'examen par l'examen des aires ganglionnaires, qui est très important, à la recherche de métastases ganglionnaires, éventuellement donc ganglions de Troisi. L'étude paraclinique, on va commencer d'abord par la biologie. Il faut savoir que donc la biologie, elle n'est pas faite à visée diagnostique, mais elle peut apporter des éléments positifs orientant vers une étiologie précise, telle que c'est la présence d'une hyperleucocytose. Elle permet d'orienter vers un foyer de suppuration. Elle permet également d'apprécier l'état physiologique et de mesurer le retentissement. Donc, sur l'hémogramme, on peut avoir une anémie hypochrome microcytaire qui se voit dans 60% des cas, ou une hyperleucocytose s'il y a une infection. Donc, on va chercher aussi un syndrome de malabsorption avec une hypoprotidémie associée, une hypocalcémie, des carences vitaminiques. Donc, le syndrome de malabsorption, il se voit essentiellement lorsqu'il y a une atteinte diffuse du grêle, surtout dans le cas des lymphomes. On complète aussi par les tumeurs, donc les marqueurs de tumeurs carcinoïdes. Donc, lorsqu'on va suspecter une tumeur carcinoïde du grêle, donc on le suspecte sur le plan clinique avec la triade classique, on vient de le dire, donc on vient de la noter. On doit compléter par les mesures de marqueurs. Donc, le dosage des marqueurs. Donc, 3 marqueurs sont présents essentiellement. On doit les rechercher systématiquement lorsqu'on va suspecter un carcinoïde. C'est le sérotonine sanguine, la chromographie et les 5 HIA. Donc, si un de ces 3 est présent, il est fortement évocateur de tumeur carcinoïde. Donc, on arrive au bilan diagnostique et lésionnel. On commence par l'ASP.
L'ASP, donc bien évidemment, n'a pas de rentabilité diagnostique, donc il ne va pas nous aider pour poser le diagnostic, mais surtout, il trouve sa place lorsqu'il y a un serpent occlusif. Donc, il permet de montrer s'il y a des niveaux hydroaériques, soit gréliques ou coliques, comme on voit sur cette image-là. Donc, il y a des niveaux hydroaériques gréliques. Il permet aussi de rechercher s'il y a des métastases osseuses et rechercher un pnéumopéritoine s'il y a un tableau de péritoine. Donc, si on suspecte une perforation avec un tableau de péritonique, l'ASP, il peut montrer un pnéumopéritoine. Donc, le deuxième examen paraclinique, c'est l'échographie abdominale. L'échographie, c'est un examen qui est non invasif, qu'on peut le répéter, donc il n'y a pas de problème. Mais le problème dans l'échographie, donc c'est un examen qui est donc opérateur dépendant. Et la spécificité de l'échographie, elle est donc faible, donc pour les petites lésions. Mais par contre, c'est un examen de débrouillage, donc en première intention, elle permet d'évaluer l'épaisseur de la paroi, ainsi la recherche des anomalies des couches pariétales. Elle permet aussi de rechercher la souplesse de la paroi, évaluer la souplesse de la paroi, donc si elle est épaisse, ça veut dire si elle est rigide ou si elle est mobile. Donc surtout si dans les tumeurs donc les tumeurs dans les neuroendocrines, on peut avoir donc une paroi qui est rigide. Les caractères échographiques aussi donc des tumeurs, elles varient selon l'histologie. Donc s'il y a une invagination, par exemple, sur un polype, sur un petit gaz, par exemple, on aura l'image classique en cocarde, en switch, en haut sandwich. L'échographie permet aussi de montrer une acide. Elle individualise aussi les adénopathies profondes et permet donc de détecter s'il y a des métastases hépatiques ou viscérales. Le scanner, l'intérêt du scanner, surtout, c'est pour les tumeurs volumineuses avec développement extraluminal. Il permet de mettre en évidence un syndrome d'obstacle total ou subtotal avec sténose, une dilatation en amont. Donc, lorsqu'il y a un obstacle total, ça veut dire donc maintenant c'est carrément sur l'occlusion, au subtotal responsable des syndromes subocclusifs, on aura donc une image qui est caractéristique, donc un déséquilibre, il y aura donc deux parties, une sténose avec une dilatation en amont. Donc, c'est lorsqu'il y a une dilatation en amont, ça témoigne d'un obstacle. Deuxième point, c'est un épicissement pariétal qui peut être segmentaire ou diffus, essentiellement lors des lymphomes. On peut avoir une infiltration nodulaire du mésentère. Il permet aussi de rechercher s'il y a une carcinomateuse acétique ou sèche, ça veut dire avec acide ou sans acide. L'entéroscan, donc on a dit que le scanner donc standard, il permet d'étudier donc ou de détecter les masses volumineuses. Par contre, les lésions petites donc peuvent passer inaperçues. Donc c'est pour ça on a recours à l'entéroscan. L'entéroscan, il permet d'étudier la paroi du grêle, mais à condition qu'on procède à une distension, à une distension donc, de la paroi intestinale. Donc, on va remplir donc, le grêle par des solutés qui permet de mieux analyser la paroi gastrique. Donc, on va utiliser un produit qui contraste suffisamment avec la paroi, par exemple mannitol. Il permet donc cet examen de l'entéroscan permet de diagnostiquer d'abord la tumeur primitive et dans certains cas, il permet de donner une description très caractéristique et, et nous orienter vers un type histologique. Par exemple, vers une tumeur qui est bénigne, donc il n'y a pas de signe de dégénérescence, ou vers des tumeurs donc, malignes telles que les myosarcomes ou les tumeurs carcinoïdes. En dernier lieu, l'entéroscan permet un staging péropératoire avec un bilan d'extension ganglionnaire métastatique et un suivi post-thérapeutique. Donc sur cette image-là, donc vous voyez, donc quand on passe en entéroscan, on va remplir la paroi
Donc, on va remplir la lumière grélique. Donc, vous voyez, par exemple, ici, la lumière, elle est distendue. C'est pour qu'on puisse examiner l'ensemble de la paroi grélique. Sur cette image-là, c'est un adénocarcinome. Vous voyez au niveau du grêle qui est sténosant. Cette sténose, elle est responsable d'une dilatation en amont. On voit ici une os grélique qui est dilatée. Donc, parce qu'il y a une stagnation du passage des aliments et à ce niveau-là. Donc, le blocage des matières à ce niveau-là, responsable d'une dilatation en amont. Donc, au début, le malade, il va sentir, il va décrire des syndromes subocclusifs. Donc, les syndromes subocclusifs, on a dit, ça veut dire un lever d'obstacle ne dépasse pas les 12 heures. Mais par la suite, lorsque l'obstruction elle est complète, on peut voir un accès occlusif carrément. L'IRM, donc l'IRM simple sans distension du grêle, n'a pas d'intérêt dans l'étude des tumeurs du grêle. Par contre, l'antéro-IRM a un essor important, notamment par son caractère non irradiant et son excellente résolution en contraste, bien supérieure à celle du scan. Donc avec l'antéro-IRM, c'est le même principe. L'antéro-IRM, c'est le même principe, mais la différence avec c'est le même principe que l'antéroscan, mais la différence, c'est que l'IRM, il n'est pas irradiant. Donc, il est moins irradiant, donc c'est plus sécurisant d'utiliser l'IRM que le scanner. Alors, comment on peut différencier? L'enregistrement s'est arrêté. Et maintenant, ça marche ou toujours? Principe, ça marche. Hein. Normalement, ça marche maintenant. On peut continuer. Très bien. Très bien. Pour la question de votre collègue, comment on peut différencier les différents? Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous n'arrivez pas à voir. Vous pouvez me dire c'est quoi le problème? Est-ce que vous n'arrivez pas à entendre ou à voir? Je vais sortir et réessayer. Et maintenant, est-ce que ça marche? Pour l'IRM, si vous avez zappé quelques parties, vous me dites, je pourrais refaire les parties que vous n'avez pas reçues. Donc, pour l'IRM, on a dit que l'IRM, donc simple, donc sans distension, sans antéro-IRM, n'a pas d'intérêt. L'antéro-IRM, c'est le même principe que l'antéroscan. Il permet de dilater la paroi, mieux apprécier la paroi grélique. L'avantage de l'IRM, c'est moins irradiant que le scanner. Donc, on peut le répéter et il permet aussi de mieux caractériser la paroi grélique. Et c'est un examen qui est moins invasif. Donc, on arrive à l'endoscopie. L'avantage de l'endoscopie sur la radiologie, c'est pour les diagnostics des tumeurs à développement endoluminal. Donc ce développement se fait au niveau de la muqueuse. La certitude est apportée par la visualisation directe de la tumeur. Donc, on peut voir la tumeur directement. Il permet aussi de faire des biopsies. Donc, en utilisant avec utilisation des techniques de coloration récentes, telles que le MBA, par exemple, les colorations électroniques. Donc, par exemple, ici, on voit un processus qui est bourgeonnant
qui est sténosant, donc on n'arrive pas à le franchir. Donc il obstrue complètement la lumière. Donc c'est un processus qui est sténosant, obstrue complètement la lumière, infranchissable et très fragile. Donc il y a du sang. Donc quand on essaie de passer, il est fragile. Donc au passage. C'est pour ça que ça explique le sang qu'on voit ici. Vous arrivez à suivre. Mais le problème avec l'endoscopie, c'est que très bien. Donc le problème avec l'endoscopie conventionnelle, donc la fibroscopie ou la coloscopie, pour explorer le grêle, c'est difficile des fois. Parce que donc la fibroscopie, on peut aller jusqu'à la 30-40 premiers centimètres du jejunum. Donc l'accès par voie haute, donc c'est 30-40 centimètres du jejunum. Et pour la coloscopie, on peut accéder seulement aux les 20 et 30 derniers centimètres du grêle. Donc, on peut accéder sur les premiers centimètres du jejunum par la fibroscopie et les derniers centimètres par la coloscopie du grêle par la coloscopie. Par contre, on ne peut pas examiner l'ensemble donc, du grêle. C'est pour ça, une autre technique a été développée, c'est l'entéroscopie à double ballon. Donc, c'est une nouvelle technique d'exploration du grêle. C'est un endoscope mis avec des ballons. Donc, il permet de progresser, c'est comme la fibroscopie, il permet de progresser plus loin. Donc, on peut explorer l'ensemble du grêle à travers ces techniques-là. Donc, le tube, il est plus long, il est muni de deux ballons qui permettent, les ballons, elles permettent la progression. Donc, quand on gonfle le ballon, donc avec les péristaltismes du grêle, elle permet de progresser. Donc, le tube, qu'on peut examiner une grande partie donc, du grêle, contrairement à la fibroscopie ou à la coloscopie. L'indication de l'entéroscopie en double ballon, c'est surtout les hémorragies digestives inexpliquées et la suspicion des polyposes donc du grêle. Donc, c'est par exemple dans un puits de Jacques, on peut explorer le grêle, par exemple, on peut indiquer l'entéroscopie. Mais cette entéroscopie, cet examen-là, c'est un examen de deuxième intention. Donc, on ne le demande pas en première intention. Donc, sauf si on ne retrouve rien, par exemple, un malade qui vient pour une hémorragie, pour une anémie chronique, on a dit que parmi les manifestations ou les circonstances de découverte des tumeurs du grêle, c'est les anémies chroniques. Par exemple, un malade, il consulte pour une anémie chronique, fibroscopie ne retrouve rien, on complète par une coloscopie. Au bout de ces deux examens, si rien, si tout est négatif, on peut prescrire l'entéroscopie double ballon pour essayer d'explorer le reste du grêle. Une autre technique a été développée, c'est la vidéocapsule endoscopique. La vidéocapsule, donc, elle permet un examen complet et non invasif, contrairement à l'entéroscopie, qui est un examen invasif. Donc, c'est un examen complet et non invasif. Il permet de visualiser l'ensemble de la muqueuse du grêle. Donc, c'est une petite capsule qui est munie d'une caméra. Vous voyez ici. Donc, le malade, il va avaler cette capsule-là. Donc, lors du passage au niveau du grêle, elle va commencer à prendre des photos. Le malade, il a un boîtier donc, qui est installé. Il va capter ces photos-là. Par la suite, on va les lire sur un logiciel particulier. Donc, un logiciel spécial qui va permettre de lire l'enregistrement de cette capsule. C'est la technique de choix pour l'exploration du grêle parce qu'elle permet de examiner l'ensemble du grêle sur sa totalité. Le problème avec la capsule, c'est des fois lorsqu'il y a une sténose, elle peut s'incarcérer, donc responsable d'une occlusion. C'est pour ça il y a deux types de capsules. Les capsules non résorbables, donc on les utilise essentiellement lors des hémorragies par exemple. Et il y a aussi les capsules qui sont résorbables. Ça veut dire si elle va s'incarcérer, elle va se résorber avec le temps. Donc comme ça, s'il y a une sténose, le malade, il ne va pas se compliquer par une occlusion. Ici, je vous montre l'image donc d'un enregistrement de la vidéocapsule. Donc ici, c'est une tumeur sous-muqueuse. On a dit, c'est quoi les tumeurs sous-muqueuses? C'est des tumeurs à développement sous-muqueux, donc
pas au niveau de la muqueuse. Donc, la muqueuse qu'elle tapisse, donc ces tumeurs, donc, sont tapissées d'une muqueuse qui est saine. Donc, c'est ça les tumeurs sous muqueuses. Ils sont tapissés d'une muqueuse saine. Et là, la particularité de cette tumeur sous muqueuse, c'est qu'il y a une ulcération. Cet aspect-là, il est évocateur des gistes. Un giste, il peut se manifester comme ça. Donc, c'est une tumeur qui est sous muqueuse arrondie, qui peut être ulcérée. Cette ulcération, elle est très utile parce qu'elle nous permet d'avoir un diagnostic histologique. Parce que si on va faire une biopsie sur une muqueuse qui est saine, par exemple ici, si on va faire une biopsie ici, elle va revenir négative parce que la muqueuse, elle est saine. Pour avoir un diagnostic, il faut vraiment aller aux profondeurs. Par contre, quand il y a une ulcération, comme dans ce cas-là, si on va faire des biopsies sur les berges de l'ulcération, on a de fortes chances d'avoir un diagnostic histologique. On arrive au chapitre diagnostic différentiel. Il est important d'établir un diagnostic étiologique autre que les tumeurs intestinales du grêle, qui parfois permet de modifier l'indication thérapeutique. Ainsi, d'autres diagnostics peuvent présenter un tableau similaire. D'abord, on commence par les pseudotumeurs inflammatoires, qui peut se voir lors des maladies de Crohn ou dans les polypes fibro-inflammatoires. Donc, lors de la maladie de Crohn, il faut savoir que le grêle est touché dans 80% des cas, mais cette atteinte n'est pas strictement isolée. Donc, on peut avoir une atteinte isolée seulement dans un tiers des cas. Donc, dans 2 tiers des cas, l'atteinte du grêle n'est pas isolée. Donc, toujours, il y a une atteinte soit colorectale ou donc des fistule associées. La cancérisation d'une maladie de Crohn du grêle, elle est exceptionnelle. C'est rare qu'on voit une dégénérescence au niveau du grêle, mais elle est possible. En particulier, si l'atteinte elle est chronique, donc elle dépasse les 10 ans, et d'une atteinte qui est étendue, elle touche une partie importante du grêle, donc elle dépasse les 1 mètre, ou lorsqu'il y a des trajets fistuleux multiples. Donc les tumeurs les plus fréquentes, c'est essentiellement les lymphomes et les leucémies. Donc, les lymphomes et les leucémies sur maladie de Crohn sont rapportés souvent lorsqu'il y a une dégénérescence. Le deuxième type de pseudotumeurs inflammatoires, c'est les polypes fibro-inflammatoires. C'est des lésions qui sont rares et bénignes du tube digestif. Ils sont développés à partir de la sous-muqueuse. Habituellement, sont rencontrés chez les adultes au cours de la 5e et la 6e décennie. Et il se caractérise par un infiltrat inflammatoire polymorphe riche en polynucléaires eosinophiles. Le troisième diagnostic différentiel, c'est l'endométriose. Elle peut toucher le grêle, mais rarement. Seulement dans 11% des cas, des atteintes digestives. L'atteinte, elle est surtout iliale. Elle réalise un épaississement par état d'allure tumorale, trompeur, car c'est très voisin de l'aspect d'un adénocarcinome. Donc, elle peut vraiment mimer l'aspect d'un adénocarcinome. Ou des parois d'aisance. Les biopsies endoscopiques donc, montrant les dépôts extracellulaires caractéristiques colorés par la rouge qu'on joue. Donc, avant de conclure, un mot sur le thérapeutique. Comme vous voyez, donc, les tumeurs du grêle, c'est des tumeurs qui sont multiples, avec un type histologique très différent. On a les tumeurs bénignes, tumeurs malignes. En général, la prise en charge, elle est essentiellement chirurgicale, surtout si les tumeurs sont symptomatiques, c'est-à-dire hémorragie ou accès occlusif. Le traitement en premier plan, c'est les chirurgicales. La chimiothérapie est indiquée surtout dans les lymphomes, sauf s'il y a une complication telle que hémorragie ou perforation ou sténose. À ce moment-là, c'est le traitement chirurgical en premier plan. Sinon, le traitement, il est chimiothérapie initiale. Pour les tumeurs carcinoïdes, il faut savoir que la prise en charge
Donc, d'abord, on doit traiter les symptômes. On va donner des molécules qui permettent de diminuer la diarrhée et diminuer le flash. Deuxièmement, on doit traiter la tumeur, on doit réséquer la tumeur, quel que soit le stade, c'est-à-dire métastase ou pas de métastase. Et après, selon les résultats de l'anapathe, on va décider si on va mettre un traitement par la suite, adjuvant ou pas. Donc, en grosso modo, c'est ça. Pour l'adénocarcinome, le traitement est chirurgical. Pour les autres tumeurs bénignes, en général, c'est l'abstention, sauf s'il y a un risque de sauf si ce sont des tumeurs qui sont symptomatiques. À ce moment-là, on doit donc traiter chirurgicalement principalement. Donc, en conclusion, donc il faut savoir que les tumeurs de l'intestin grêle, c'est des tumeurs qui sont rares. Le diagnostic est difficile en général, posé tardivement, en présence de volumineuses tumeurs ou à l'occasion de complications. Les moyens d'exploration récents actuellement disponibles, notamment l'entéroscopie et la vidéocapsule, et l'entéroscan nous a permis une meilleure exploration, donc une meilleure compréhension de ces tumeurs, ainsi donc un diagnostic plus précoce de ces tumeurs. Je vous remercie.